Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info JT. L'interdiction de la burqa fait toujours débat dans les rues de Lyon. Nous sommes allés à votre rencontre. L'actualité lyonnaise aujourd'hui, c'est aussi la mobilisation d'UNICEF Rhône-Alpes pour Haïti, place Bellecour, un don pour un tour de grande roue. Et enfin, nous reviendrons sur l'organisation du concours du meilleur ouvrier de France avec une participation record cette année dans le Rhône. La mission parlementaire sur le port intégral du voile a remis son rapport hier après avoir auditionné plus de 200 personnes sur ce sujet épineux. Elle préconise l'interdiction du voile intégral dans les services publics, transports compris. À Lyon comme dans le reste de la France, ce sujet divise. Quand certains campent sur leur position, d'autres ne savent plus trop quoi en penser. Un reportage de Julie Belstreri et Karen Govou. Le problème, c'est qu'à partir du moment où la loi se met à légiférer sur les habits qu'on porte, même si évidemment ils ont un sens, ça peut me sembler assez dangereux. La burqa est-elle un simple vêtement ou un signe de soumission? Une question que tous les Français ont dû se poser. D'après le rapport des députés de la mission parlementaire, le voile intégral est contraire aux valeurs de la République. Nous, en tant qu'association de défense des droits des femmes, nous refusons absolument ce stigmate de discrimination, de fantasmes sexuels et de soumission des femmes. Et donc nous trouvons déjà normal que dans les espaces publics, et en particulier dans les services publics de la République, il soit interdit. Une interdiction qui semble pourtant difficile à appliquer. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va arrêter une personne qui porte un voile intégral? Est-ce qu'on va l'obliger à se déshabiller immédiatement? Autre point à noter, le port intégral du voile ne concernerait que 1900 femmes en France. Si c'est interdit, je compte quand même le mettre. Voilà, je compte quand même le mettre. C'est pas parce que voilà, quoi, je fais ma vie, je fais rien de mal. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus graves, ils en parlent pas. Et pour des femmes qui portent le voile, voilà, c'est un truc. Enfin, moi, ça me sidère. Dans un climat tendu, le débat reste ouvert. Aucune décision ne sera prise avant la fin des élections régionales. À Lyon, place Bellecour, la Grande Roue et l'UNICEF se sont associés pour soutenir Haïti. Le principe est simple, 1 € minimum pour un tour de Grande Roue. Un reportage d'Emmanuel Michaud et Emmanuel Sauzède. La Grande Roue a pour habitude de travailler avec une œuvre caritative. Cette année, le partenariat a été établi avec l'UNICEF. De 11h à 19h aujourd'hui, l'UNICEF a occupé la place Bellecour, l'occasion de fêter le 10e anniversaire de la Grande Roue, mais surtout de venir en aide en Haïti. C'est vraiment la roue de l'UNICEF, hein. Elle est gérée par notre personnel à nous, bien sûr pour la sécurité, pour l'accès de la roue et tout ça. Mais après, tout ce qui est recettes, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est l'UNICEF qui gère. L'UNICEF est une association des Nations Unies œuvrant pour l'enfance. Elle est présente depuis 1949 en Haïti, là où les enfants sont particulièrement vulnérables. Sa mission, assurer la survie, le développement et la protection des enfants. Dans ce pays, plus de 50% de la population a moins de 18 ans. Une mission prioritaire, l'approvisionnement en eau potable et la réfection des systèmes d'assainissement. Deuxième axe important, la protection des enfants. Recueillir les enfants isolés, les enfants qui sont séparés de leur famille, leur assurer la nourriture, les soins, le soutien psychologique. Aujourd'hui, les jeunes ont été les plus nombreux à monter dans la Grande Roue, l'occasion de s'amuser tout en réalisant une bonne action. C'est bien comme ça qu'ils interpellent les gens dans la rue, puis en plus avec l'excuse entre guillemets de la Grande Roue, les gens ils sont un peu contents, c'est attractif et puis au moins ça permet de faire des dons et puis vu qu'Haïti on en parle souvent dans les journaux. Ce soir, un élu de la ville de Lyon reversera la totalité de la recette à l'UNICEF. Les boulangeries peuvent ouvrir 7 jours sur 7. Le tribunal administratif de Lyon vient de suspendre l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2009. Il imposait la fermeture des boulangeries et pâtisseries un jour par semaine. Le groupement lyonnais des artisans modernes, à l'origine de cette procédure, se heurte désormais à la chambre syndicale des boulangers du Rhône, en total désaccord avec cette nouvelle autorisation. Un reportage d'Anne-Sophie Vomched et Romain Monnier. S'il n'y a aucune obligation, les boulangeries peuvent ouvrir 7 jours sur 7 depuis le 24 décembre dernier, date de la suspension de l'arrêté préfectoral. Pour la chambre syndicale des boulangers du Rhône, c'est la fin d'un travail de qualité. Les anciens de la profession craignent la disparition du commerce de proximité au profit d'une augmentation du chiffre d'affaires.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne vont pas doubler leur consommation de pain comme ça, parce que les commerces vont ouvrir 7 jours sur 7. Alors forcément, le chiffre d'affaires qui va être réalisé par ceux qui ouvriront 7 jours sur 7 va être pris sur les autres entreprises, qui elles seront amenées à licencier, voire à fermer boutique. Avec cette autorisation, 40% des boulangeries seraient en danger car elles fonctionnent avec un effectif réduit. Pour d'autres, c'est l'occasion de créer des emplois. Concrètement, c'est un service aux clients plus important, puisque quand on est fermé, ils ne savent pas où aller. C'est une organisation du personnel qui sera beaucoup plus facile, puisque moi, personnellement, nous sommes 20 personnes à travailler. Ce dimanche va permettre d'employer 3 personnes au minimum de plus. Donc une organisation plus simple, 2 jours de congés consécutifs pour tout le monde. Les artisans favorables à l'ouverture 7 jours sur 7 doivent encore convaincre la chambre patronale en vue d'un compromis acceptable par tous, mais il y a encore du pain sur la planche. Selon Science, la revue scientifique de référence, la découverte qui a le plus fait avancer la recherche en 2009 est celle d'Hardy, le plus vieux squelette fossile jamais retrouvé. Nous sommes à l'école normale supérieure où nous avons rencontré un paléontologue qui a participé à ces recherches. Un reportage de Marie Leclerc et Maud Girard. Antoine Louchard fait partie des 50 chercheurs qui ont réussi une grande première, analyser l'environnement animal et végétal de l'Ardipithecus, notre plus vieil ancêtre connu, et découvert en 1992 en Éthiopie. D'abord, c'est un sujet qui est, on peut dire, d'intérêt vraiment particulier pour nous, puisque ça touche à l'origine de notre propre espèce, en fait. Et donc, plus on trouve des hominidés anciens, plus on se rapproche de l'ancêtre commun qu'on a avec les chimpanzés. Plus c'est une avancée scientifique qui intéresse. Si Hardy est resté en Éthiopie, dans les laboratoires de Lyon, on compare les fossiles d'oiseaux et de rongeurs à des espèces actuelles ou d'autres squelettes. Depuis 2005, une nouvelle technologie développée à Grenoble permet de mieux les analyser. Grâce au logiciel VG Studio Max, cailloux et fossiles sont scannés en 3 dimensions. On étudie surtout les dents parce que, étant donné que c'est ce qui est le plus dur, c'est ce qui se conserve le mieux. Et donc c'est ce qu'on retrouve énormément. Habitué aux techniques traditionnelles, Antoine Louchard s'apprête à utiliser la 3D pour un nouveau projet, l'étude des oiseaux à dents, les plus vieux volatiles jamais découverts. Depuis le 1er janvier, les inscriptions sont terminées pour cette 24e édition des meilleurs ouvriers de France. Ce concours récompense le savoir-faire et la qualité de travail des ouvriers et artisans français. À Lyon, ils étaient 155 à s'inscrire, un nouveau record. Reportage de Guillaume Rochon et Victor Garcia. C'est un véritable succès parce qu'on est quand même en période de crise. On a même 155 inscrits. C'est historique, j'ai envie de dire, à double titre. D'une part parce qu'on n'a jamais eu autant d'inscrits dans le Rhône, et puis par ailleurs parce qu'on a dépassé Paris, le département de Paris, qui d'habitude a 2 fois plus de candidats que nous. Et là, cette année, pour le 24e concours, ils en ont eu que 143. En 2000, Christian Janier, fromager de son état, est récompensé comme meilleur ouvrier de France, tout comme son ami Nicolas Salagnac. 10 ans plus tard, ce dernier pratique toujours son métier, graveur médailleur. Sur sa matrice d'acier, avec l'aide d'une échoppe, il affine les derniers détails de ce moulage. Recouvert d'une pièce d'or et passé sous une presse de 1600 tonnes, le travail devient une médaille. C'est pour valoriser son métier méconnu et faire reconnaître ses œuvres que Nicolas Savagnac s'est inscrit à ce concours en 1997 avec une certaine préparation. Il faut avoir l'esprit de la gagne et puis tout en étant serein et de faire son travail et de faire A, B, C, D, voilà. Mais en soi, il y a un état d'esprit de toute façon. Et la préparation par rapport à ma façon de passer le concours, c'était au fur et à mesure de garder l'objectif. Donc ça fait partie aussi de la préparation. Nicolas Savagnac a réalisé plusieurs médailles pour le président de la République et pour la prestigieuse Villa Médicis. Prochainement, il souhaite acquérir le titre de maître d'art pour partager son savoir-faire avec des apprentis. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, rendez-vous demain pour un prochain numéro d'Info JT.